Merci Jacques. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, je suis Irène Munch. C'est mieux, voilà. J'étais enseignante donc, dans le 19e jusqu'à l'année dernière. Et donc, c'est une mère d'élèves qui avait parlé à la base du défi sans écran et qui a instauré ça dans l'école. Et ensuite, ça a été repris par l'équipe et l'ensemble des familles. Donc, c'est vraiment un travail conjoint entre les familles et puis les enseignants. Donc, effectivement, moi, j'ai découvert ensuite, j'ai rencontré Jacques Brodeur, j'ai découvert le défi sans écran. On en a fait plusieurs fois sur mes 8 ans dans l'école, on a dû en faire bien 5 ou 6. Et avec différentes ampleurs, en fonction de l'implication des familles, en fonction de l'aide parfois de la municipalité ou non, des associations, enfin... Voilà. Et du coup, cette table ronde va permettre de vous donner des outils, des idées, de choses à faire. Une fois qu'on a fait le constat, qu'on a bien compris ce matin qu'il fallait faire quelque chose, essayer de diminuer le temps écran en essayant de trouver et proposer d'autres activités. Donc on a différents intervenants qui vont vous présenter tout ce qu'ils ont pu faire par rapport donc, aux écrans. Donc on commence par Brigitte Janvoine, qui est donc élue municipale à Créteil. Voilà. Et donc elle va d'abord vous montrer un petit film et ensuite elle vous expliquera un petit peu comment elle a organisé tout ça et puis les autres intervenantes se présenteront. Voilà. 3 heures par jour, c'est en moyenne le temps que passent les enfants de 4 à 14 ans devant les écrans. C'est 10 minutes de plus par jour qu'il y a 5 ans. Nous sommes donc face à un phénomène qui va en s'amplifiant. Et ce phénomène est susceptible d'avoir des répercussions importantes sur la santé, sur l'éducation, sur le lien social, sur le comportement civique. C'est ainsi que la ville de Créteil, depuis 3 ans, a décidé de participer au défi sans écran, une action de prévention auprès des enfants des écoles maternelles et élémentaires pour les aider à mieux maîtriser le temps passé devant les écrans et leur faire découvrir d'autres activités essentielles à leur épanouissement. Le défi sans écran se réfère aux 4 pas, qui sont pas d'écran le matin, pas d'écran durant les repas, pas d'écran avant de s'endormir, pas d'écran dans la chambre de l'enfant. Pas d'écran le matin. Durant cette semaine du défi, des petits déjeuners ont été organisés par des écoles de la ville afin que les enfants puissent partager ensemble, ainsi qu'avec leurs parents, un moment de convivialité. Le but est de réapprendre aux familles et aux enfants à prendre ce petit déjeuner ensemble. Quand on voit des enfants qui passent de plus en plus de temps devant les écrans, les télés, les jeux vidéo, les téléphones portables, ça augmente aussi les grignotages et voilà, ils ont tendance à plus manger, donc c'est aussi leur faire prendre de bonnes habitudes par ce moyen-là. C'est une façon, je pense, sympathique d'organiser cette petite semaine qui va commencer. Et moi j'ai déjeuné, j'ai pas tenu le coup, mais lui il a tenu, il a dit non, il y a le petit-déj à l'école, alors non, je déjeune pas, il a attendu. À l'entrée de l'école, l'on comptait les points gagnés à chaque moment important de la journée passée sans nos écrans. Alors vous avez gagné des points hier après-midi? Oui, on a gagné 5. Vous n'êtes pas resté devant la télé hier? Non. Bravo, 5 points et toi? 5. 5. Eh ben bravo, à vous deux, à vous 4, vous faites 20 points. Midi alors, combien de points hier? T'as gagné tous tes points? Bravo, t'es un champion. Pas d'écran avant de s'endormir. Que peut-on faire alors? Un conte, des histoires, des jeux en famille par exemple, comme il a été proposé dans nos écoles de Créteil. Il y avait une souris. Alors, il a dit je vais la manger. Il n'avait jamais mangé encore depuis le début de cette histoire. Il a pris la souris et puis il a entendu lui dire s'il te plaît, ne me mange pas.
Pendant ce temps, des petits groupes se forment. Et regardez ce qu'ils font ensemble. Chasser les habitudes, elles reviennent au galop. Pour se passer des écrans, à Créteil, les enfants ont le choix entre diverses activités. Par exemple, se familiariser à certaines danses de divers horizons. En restant dans la musique, au conservatoire Marcel Dady, les enfants peuvent apprendre à jouer d'un instrument, comme la démonstration en a été faite ici. Outre la culture, Créteil est également une ville sportive qui propose une multitude de disciplines. Des écoles ont organisé des jeux sportifs afin de sensibiliser les enfants, les familles, à la pratique d'un sport essentiel à notre bien-être, notre développement. Pas besoin d'écran pour faire du sport. Nous avons également pu interroger des parents afin de recueillir leurs impressions sur cette semaine sans écran. Le premier jour, la télévision était allumée à la maison, donc il est rentré à la maison les yeux fermés, donc c'était bien investi déjà dès le premier jour. La journée sans écran, on s'aperçoit qu'on communique plus, puisque sans télé, qu'est-ce qu'on fait, sans portable, qu'est-ce qu'on fait, sans DS, qu'est-ce qu'on fait, on discute, on est plus en famille en fait. Ouais. On n'a pas trop de temps, on va dire, pour regarder les écrans à la maison, à part le week-end et en coop. En général, on privilégie les sorties avec les enfants quand on peut. Donc ça se passe bien, sans les jeux de société. Alors le défi sans écran, on essaie tous de jouer le jeu, sachant qu'on avait déjà des règles auparavant. Par exemple, le matin, jamais nous regardons la télé avant d'aller travailler ni avant d'aller à l'école. Ensuite, on évite les jeux vidéo en ce moment, comme on est dans la période, dans la semaine défi sans écran. Et ça nous permet d'avoir un dialogue, d'échanger autrement et puis de redécouvrir ou revisiter d'autres activités. C'est compliqué, je pense, pour les enfants parce qu'ils sont dans une société où les écrans sont omniprésents. Pour les anciens, c'est différent. On a vécu avec des choses, pas forcément des écrans tout le temps. Donc là, eux, ils sont vraiment dans une société où les écrans sont omniprésents. Donc ils jouent le jeu, mais je pense que c'est compliqué pour eux. C'est compliqué pour eux de se passer des écrans. Il ne s'agit pas de renier l'évolution des nouvelles techniques de communication. Entrer dans l'école est devenu incontournable pour l'apprentissage. Mais notre message n'est donc pas celui de dire non aux écrans, mais celui d'alerter sur l'importance d'apprendre à s'en servir et surtout de ne pas se laisser asservir par eux. C'est la participation et l'implication des partenaires, enfants et familles qui a permis la réalisation et le succès de cette semaine sans écran. Bonjour à toutes, qui est largement majoritaire et à tous. On voit bien, quand il s'agit de passer à l'action, les hommes ils fuient. Ça va? Oui, alors donc bonjour à tous. Je suis donc Brigitte Jeanvoine, maire adjointe à la ville de Créteil, en charge de l'éducation. Mais ce qui aide un peu dans cette affaire, c'est que dans une ancienne vie, j'étais médecin scolaire. Vous savez, ces métiers qui sont en voie de disparition, pourtant il y en a quelques-uns dans la salle. Et que la mère d'élèves dont on parlait tout à l'heure est professionnelle sur la ville de Créteil dans un CMP. Et c'est cette rencontre et cette alerte qu'elle m'a lancée qui a fait qu'on s'est dit il faut faire quelque chose sur la ville. Alors, en tant que politique, mobiliser
un maire qui n'est pas du tout convaincu de ce que c'est que la prévention. C'est pas si simple. Et pour la petite histoire, je suis aussi élue au département dans lequel nous distribuons des ordinateurs à tous les 6e à chaque rentrée scolaire. Et quand, il y a 4 ans, j'ai voulu faire paraître un article dans La Ville, il a dit au comité de rédaction dont je ne fais pas partie, ben, elle est complètement tarée, elle distribue des ordinateurs et après elle dit qu'il ne faut pas s'en servir. Vous voyez un peu la confusion dans la tête des gens et donc les messages de prévention, c'est pas facile. Donc on a commencé petit. Jacques Brodeur est déjà venu une première année rencontrer les enseignants. Évidemment, avec son pouvoir de conviction, il a convaincu quelques écoles. Et on a commencé par 3 écoles il y a 3 ans. On est parti du principe, comme vous l'avez pu voir, c'est que on marche avec les enfants, mais si on n'accompagne pas dans le même temps les parents, c'est peine perdue. Comment accompagner les parents? C'est avec toutes les infrastructures que nous avons sur la ville. Comme vous avez pu le voir, on a une ville riche d'activités sportives, culturelles, musicales, de centres sociaux et culturels. Et donc, pour nous, il était indispensable de mettre dans la partie tous ces partenaires pour accompagner les familles. C'est un principe donc que nous avons essayé d'observer. Et donc les 3 écoles qui ont bien fonctionné au départ, ça fonctionnait parce que les partenaires se sont mis dans la partie. Et que donc des animations ont été proposées aux familles, pas seulement aux enfants, mais aux familles, les soirs de la semaine du défi. Et beaucoup de parents se sont déplacés. Et donc on a fait une évaluation cette première année, et ce qui a été frappant, je ne veux pas vous faire le détail de toute l'évaluation, parce que je pense que vous savez un peu de quoi qu'est-ce qu'on cherche à savoir quand on fait une évaluation auprès des familles. Ce qui est le plus ressorti, c'est que les familles ont dit « on sait reparler ». Formidable découverte, on peut arriver à se parler quand il n'y a plus l'écran qui fait écran. C'est quand même extraordinaire. Donc on a voulu continuer ce défi. Et le principe que nous voulions avoir, c'est que cette thématique est une thématique transversale. C'est-à-dire qu'elle concerne toutes les générations, de la petite enfance jusqu'aux grands-parents. Et donc tout le monde est concerné par ce défi. Et donc c'est pour ça que nous voulons absolument, ça ne marche pas très fort, mais je ne désespère jamais, on sème des graines en prévention et on en récolte les fruits que quelques années plus tard, mettre dans la partie nos conseils de quartier. Et là où les conseils de quartier se sont investis, ça marche bien parce que les familles, elles peuvent être prises en charge et accompagnées par nos conseils de quartier. Je donne un exemple, une école qui s'est très bien investie l'année dernière dans un quartier très populaire, là où il y a eu le petit déjeuner. On a par ailleurs un service prévention santé qui, au lieu de donner des messages de prévention, organise comme ça des actions, et en particulier des petits déjeuners, et les écoles ne voient jamais autant de monde venir qu'à ces occasions-là. Eh bien, à un autre moment, l'école a proposé aux parents d'aller visiter une médiathèque, une superbe médiathèque, qui est pourtant qu'à 500 mètres de l'école. La plupart des parents en avaient entendu parler, mais n'osaient pas faire la démarche d'inscription de leur enfant. Donc vous voyez qu'il y a un besoin d'accompagnement des familles si on veut que cette expérience fonctionne. Donc voilà un peu un exemple. À un autre moment, l'école a proposé une promenade dans le quartier et on a, je ne sais pas si vous connaissez Créteil, on pense Créteil, des grands immeubles et on a des quartiers superbes comme les Bras du Chapitre avec des Bras de Marne qui sont un endroit merveilleux. D'ailleurs, Victor Hugo est venu écrire des poèmes. Eh bien, même pas à 500 mètres de l'école, ces familles ne connaissaient pas. Donc les familles, elles viennent éventuellement dans l'école à des moments conviviaux, comme ceux qu'on a pu proposer, mais il faut les aider à sortir du quartier. Et moi, je me donne comme objectif de faire investir nos conseils de quartier pour accompagner les familles à inscrire leurs enfants dans toutes les activités nombreuses, multiples et variées que propose la ville. Voilà. Et du coup, alors, cette année, il y a des hauts et des bas. Hein. L'année dernière, pour relancer un peu la machine, j'avais demandé à l'inspectrice d'académie d'inscrire un colloque dans la formation des enseignants. Ça n'a pas marché. On a organisé ce colloque où Jacques est venu. Eh bien, la majorité du public, c'était des publics de crèche ou de PMI. Comme quoi, tout est bon à prendre. Hein. Cette année, ça y est, les inspecteurs ont accepté de faire rentrer un colloque dans la formation des enseignants. Donc, vous voyez, on avance. Hein. Et là où les enseignants baissent la garde, eh bien, ce sont les parents d'élèves qui reprennent le flambeau. Et là, on a eu 2 conférences avec Jacques Brodeur cette semaine à la demande d'enseignants.
Donc quand les enseignants ne veulent plus participer, le relais est pris. Donc tout n'est pas désespéré. Mais c'est vrai qu'il faut s'accrocher, que quand mon maire ne m'engueule plus parce que je l'empêche de regarder son téléphone, eh bien c'est que les choses sont passées. Mais ça demande 3-4 ans quand même, hein, pour convaincre. Et pour amener aussi tous les collègues, parce que je suis convaincue que cette thématique est une thématique transversale. Dans nos conseils de quartier où toujours les mêmes personnes viennent, eh bien on peut remobiliser les gens à partir de telles thématiques, parce que les parents ont conscience, de plus en plus, puisqu'on en parle maintenant dans les médias, qu'il y a quelque chose à le faire, mais ils sont démunis sur le quoi faire. Et donc là, il y a vraiment besoin d'accompagner les parents, les écoles, les familles, pour inventer ce quoi faire à la place. Là, demain et ce week-end, des parents font toute une après-midi de jeux de société où ils invitent le tout venant pour réapprendre aux familles à jouer ensemble. Voilà, ce sont des exemples. Je ne vais peut-être pas être beaucoup plus longue. Moi, mon maître mot, c'est quand même il faut accompagner, parce que ça ne s'invente pas. Quand on a pris l'habitude de faire laisser les écrans faire écran aux liens sociaux, à la discussion, au partage entre familles, eh bien, il faut réapprendre à se parler ensemble, et ce n'est pas si simple. Et même si c'est compliqué, je pense que ça prend des années, mais il ne faut pas désespérer, parce que petit à petit, la graine qu'on a plantée commence à enfler et à prendre de l'ampleur. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, mais ce que j'ai gagné quand même, c'est que les enseignants vont avoir une formation à partir d'un colloque, et c'est quand même une évolution importante pour moi, avec l'accord de l'inspecteur d'académie et des inspecteurs de l'éducation nationale. Voilà, donc ne jamais baisser la garde, avancer, et quelquefois on est seul en politique, parce que c'est pas parlant, hein, la prévention, hein, parler de choses comme ça qui font pas plaisir, c'est pas terrible, surtout quand on fait l'inverse de l'autre côté, mais il faut continuer le chemin, et finalement on draine un peu de monde derrière soi de temps en temps. Voilà, merci à vous de votre attention, et je vais passer la parole à d'autres. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions pour Madame Jeanvoine, qui devra nous quitter un peu avant la fin de la table ronde. Donc, s'il y a des questions sur son intervention, n'hésitez pas. Non. Moi, ah, mais si. Voilà. Est-ce que vous vous êtes adressé au parcours de crèche? Alors, comme je disais, quand on a fait un colloque en septembre dernier, le public qu'on n'attendait pas est venu. Ce sont beaucoup les professionnels de crèche. Et du coup, c'est les crèches qui sont le plus actives aujourd'hui. Alors, ce n'est pas mon domaine d'intervention, mais maintenant, pratiquement toutes les crèches de la ville font une intervention auprès des parents dans les crèches, et par les médecins de PMI. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et quasiment toutes les crèches ont l'affiche des 4 pas et le petit diaporama sur les 4 pas. Et font des interventions auprès des parents dans les crèches. Donc vous voyez, il faut commencer tôt, hein, mais ça a marché alors que je ne m'y attendais pas. Mais je pense qu'effectivement, il faut commencer très tôt. C'est une obligation par la loi. Nous avons des conseils de quartier depuis très longtemps dans notre ville qui sont chargés de réunir un ensemble d'habitants volontaires sur un quartier, de faire des actions ensemble pour dynamiser un quartier. La difficulté, c'est justement de le dynamiser, les quartiers, parce qu'ils viennent toujours les mêmes personnes pour parler des problèmes de stationnement, des crottes de chiens et que sais-je encore. Et donc, là où les conseils de quartier, présidents élus, présidents habitants, se sont préoccupés de mener eux-mêmes des animations où ils ont invité les familles du quartier, eh bien, ça a fonctionné. Et donc, ils ont fait le lien entre l'école et la structure socioculturelle du secteur, par exemple. Ailleurs, ils ont animé des soirées contes, celle que vous avez vue, c'était organisée par le conseil de quartier, ou des tournois de football ou des jeux de société. Ça peut être complètement animé par des conseils de quartier. Et du coup, ça fait revenir des habitants qui n'y voyaient pas d'intérêt. Hier soir, par exemple, la conférence avait lieu dans un centre socio-culturel d'un quartier très populaire, mais à la demande de parents d'élèves d'une école beaucoup plus favorisée. Eh bien, on avait un public extrêmement mélangé qui allait de parents à des grands-parents qui étaient très intéressés par cette question.
Et donc, parce que c'est le conseil de quartier qui a invité. Et donc, on a eu un public très varié et qui, du coup, est demandeur de continuer sur ces thématiques. Et c'est comme ça que ça peut faire boule de neige, à mon avis. Je vais juste répéter la question. Donc, c'est sur une question sur le matériel dans les PMI, c'est ça, et d'affichage. Voilà. Alors, c'est un peu moins mon domaine d'intervention, et donc ma collègue qui s'occupe de la petite enfance s'en est chargée. Mais nous avons fourni les diaporamas qu'on a passés au colloque, entre autres les 4 pas, etc., au personnel de PMI qui s'en sert. Et les personnels de mes PMI commencent aussi à faire beaucoup de campagnes par rapport à cette problématique. Tout à fait. Ça commence à se développer aussi. Très tôt, on est d'accord. La question, c'est est-ce que le colloque sera aussi destiné aux enseignants du secondaire et à qui sera destiné en fait ce colloque d'enseignants, c'est ça? Je suis un peu local, hein, je m'intéresse à ma ville d'abord, hein. Mais l'année dernière, le colloque était ouvert. Le colloque dont je parle est organisé par les enseignants, pour les enseignants du premier degré. Mais dans les 2 soirées que nous avons eues, nous avons eu des enseignants de collège qui sont partants. Et donc, et qui me demandent comment pouvoir faire intervenir Jacques Brodeur dans les collèges. C'est une question de budget, hein, c'est une question de budget. La ville, elle s'occupe des écoles, le conseil départemental des collèges. Donc c'est une question budgétaire, mais comme je suis dans les 2, ça devrait pouvoir s'arranger. Il y a une dernière question. Donc, je dis que j'étais enseignante à la ville d'Épinay, et en fait la ville d'Épinay nous a imposé la vente ou l'installation de tableaux numériques dans toutes les écoles. C'était une mesure obligatoire, on ne pouvait pas s'y échapper. Moi, j'ai refusé, mais ma voix, valait pour rien du tout, quoi. Et en fait, je ne sais pas comment ils collaborent avec l'éducation nationale, mais on a eu même des coordinateurs, un coordinateur REP qui nous formait sur ça, en fait, l'utilisation du tableau numérique, et c'est bien fait. Et du coup, je vous demande, est-ce que vous aussi, votre mairie, elle a été approchée d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'il y a eu un rapport comment ça s'est négocié, et est-ce que vous menez des actions pour sensibiliser d'autres mairies sur ces questions-là, qui sont loin d'être au courant des méfaits du tout écran? Je vous redis le contexte dans lequel je suis élu. Je suis élu de la société civile, avec un maire qui s'est donné 2 ans pour équiper ses 50 écoles de numérique. En les 2 ans, il faut que tout le monde soit équipé correctement de numérique. Mais ce n'est pas contradictoire, à mon avis. Le numérique est entré dans l'école, on n'y peut rien. Nous, notre travail et notre combat, c'est d'apprendre aux enfants et aux parents de s'en servir correctement et de ne pas se laisser, comme dit Jacques, asservir. Mais on ne peut pas empêcher, à mon avis, hein, moi je ne peux pas combattre et mon maire et l'éducation nationale de faire entrer le numérique à l'école. Mon travail à moi, c'est d'apprendre aux enseignants à apprendre aux enfants à s'en servir correctement. Oui, d'accord, mais écoutez... On ne pourra pas lutter. Tu veux le parler ? Bonjour, si je peux essayer une réponse. Tu m'entends, hein? C'est moi. Plus fort encore. Comme ça. Hello. Il y a quelque chose dans l'éducation nationale qui s'appelle la liberté pédagogique. Donc la mairie peut vous imposer un tableau numérique, la mairie peut vous imposer de la peinture rose dans les toilettes. On fait avec. Votre liberté d'enseignant, c'est de choisir vos outils, de choisir vos manuels scolaires, de choisir ou pas d'utiliser le TBI. Donc peut-être que tu auras un TBI dans la classe, il y a juste un bouton qui s'appelle on-off et qui peut être simple à utiliser ou pas, quoi.
tout simplement. Mais je crois qu'il faut qu'en tant qu'enseignant, on revendique vraiment notre liberté pédagogique et notre expertise professionnelle, en disant je me sers de tel outil, de telle façon ou pas. Là, je suis d'accord. Si, enfin... On va prendre une dernière question et ensuite on passera la parole à Christelle. Je m'éloigne un peu parce que ça fait du Larsen. Donc je suis intervenue déjà ce matin en expliquant que je suis psychologue clinicienne et je fais partie d'un collectif de professionnels de santé qui a fondé une association qui s'appelle Lâche ton écran et on est basé à Cherbourg en Cotentin, tout à fait dans le petit bout du bras, voilà. Et donc nous, on s'est, pour rejoindre ce qui se dit ici, on a constitué cette association parce qu'on a eu connaissance dans les journaux d'un budget de 2 millions d'euros débloqué par la ville de Cherbourg pour numériser les écoles et dont des tablettes en maternelle. Et donc nous, ce qu'on demande, c'est effectivement pas de tablettes en maternelle. Donc on a eu un entretien avec les représentants de la mairie qui s'est pas très bien passé parce que en fait il y a des enseignants délégués par l'éducation nationale pour faire rentrer le numérique à l'école qui travaillent depuis 3 ou 4 ans sur les programmes et sur la façon de former les enseignants, etc., qui sont des gens tout à fait de bonne foi, qui ont véritablement pris à cœur l'outil et les qualités de l'outil sans prendre connaissance du cerveau de l'enfant et de ses besoins. Donc on a eu affaire à des gens qu'on remettait complètement en question en disant ce que vous faites depuis 4 ans, désolé de vous le dire, mais c'est nocif pour les enfants. Donc c'est assez mouvementé du côté du Cotentin, mais on est extrêmement active. Et donc on a une pétition en ligne. Si vous tapez Lâche ton écran, vous pouvez y aller, signer, faites signer, ça nous fera beaucoup de bien. Voilà. Donc on va continuer avec l'intervenante suivante, Christelle. Donc je m'appelle Christelle Manz et j'habite dans les Hautes-Alpes. Donc un jour j'ai assisté avec une amie à un stage syndical organisé par Benjamin Preciado, qui est ici, qui est très discret mais en fait qui est très 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 actif. Et je suis revenue de ce stage où Irène et Anne intervenaient et je me suis dit oui, c'est ça ce qu'il me faut, c'est ce défi sans écran qu'il faut que je mette en place dans mon école. Donc je suis rentrée dans mon école de 4 classes, une petite école rurale, puis j'en ai parlé aux collègues, ils m'ont dit ah oui, bonne idée. Et comme je suis un peu bavarde, j'en ai parlé aussi à d'autres collègues qui m'ont dit « Ah oui, bonne idée !» Et finalement, on s'est retrouvés 17 écoles des Hautes-Alpes à se lancer dans le projet. Puis comme on est aussi bavards, tous, on en a parlé aux médecins scolaires, à la PMI, aux infirmières, aux orthophonistes, à tout un tas de monde et surtout aux élèves et aux parents. Et puis j'ai eu l'adresse mail de Jacques Broder qui est là-bas et puis je lui ai envoyé un petit mail pour l'informer et puis il m'a dit « je viens ». D'accord, bienvenue dans les Hautes-Alpes. Donc il a pris le train jusque dans les Hautes-Alpes. Et puis avec Pascal qui est là-bas, ils nous ont fait une magnifique conférence où on a eu 200 personnes, ce qui dans les Hautes-Alpes est quand même très 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 conséquent. Donc c'est un projet qui est complètement autogéré par les enseignants. Il a été présenté aux parents dès les premières réunions de parents d'élèves au mois de septembre. Et on a décidé de faire vraiment un suivi sur toute l'année, pas que ça arrive comme un cheveu sur la soupe ou sur 10 jours comme ça. Du coup, on a mis en place, on s'est beaucoup servi du site EduPax de Jacques et des expériences qui avaient été faites dans les autres villes, à Paris et puis surtout à Strasbourg. Donc on a élaboré des activités avec les enfants, présenté des jeux, discuté avec les parents. On a fait également des séances d'éducation à l'image, donc du décryptage d'informations. Un gros travail, quelqu'un a posé la question ce matin sur l'écologie notamment, parce qu'effectivement il y a ce message véhiculé que
envoyer un mail, finalement, on ne tue pas un arbre. Eh ben non. Moi, j'ai un collègue qui est au lycée d'Embrun et qui a amené sa classe à Dublin. Il a fait un petit tour par les data centers pour montrer à ses élèves de lycée qu'est-ce que c'était un data center. Et écologiquement, c'est pas viable, bien entendu. On a aussi travaillé sur les véhicules, enfin les stéréotypes sexistes véhiculés par les écrans. Alors ça c'est facile à faire, hein. Vous dites à vos élèves, papa il part en costard le matin, il prend la voiture et il part en costard. Bon, ça, oui, ça lui arrive, enfin, pas toujours dans le département, des fois on met des combis de ski, des fois des bleus de travail, et maman elle part en maillot de bain et à talons hauts en voiture. Oh ben non, on ne part pas en talons. Pourquoi tu dis ça, maîtresse? Bon, ben on regarde la pub. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette pub abominable. Il a la voiture, il aura la femme. Enfin voilà. Donc ça, c'est un message qui touche les filles. Puis voilà, ça nous a fait faire des. En fait, c'est un projet qui nous a amené à plein d'autres petits projets sur le sexisme, sur l'image, sur l'information, sur les fake news. C'est vraiment un projet très large. On a aussi élaboré une série d'enquêtes auprès des élèves et auprès des familles pour voir un petit peu leur consommation par rapport à l'écran. Donc peut-être que certains en ont vu qui sont au fond de la salle. On a édité aussi des petits livrets qu'on a fait d'après les 4 pas de Sabine Duflo. Ils étaient là-bas aussi, mais ils ont disparu. Ils étaient en consultation libre, donc s'ils peuvent revenir, ça sera sympa. Donc voilà. On a contacté également la gendarmerie qui est venue dans les classes faire passer le permis Internet. Je ne sais pas si ça existe aussi dans d'autres départements, je pense que oui, hein, le permis Internet. Donc ils font une éducation au danger du cyberharcèlement, par exemple, et les gendarmes, c'est chouette. Donc on n'a pas encore fait le défi. Nous, on en est vraiment à la phase préparatoire, puisque le défi, c'est fin mai. Mais en fait, on se dit qu'on a déjà gagné, même sans faire le défi, parce que c'est comme les grands sportifs, c'est que Jacques, c'est un grand sportif. Comme les grands sportifs, ils se préparent tout au long d'une vie ou d'une année, et puis ils vont au JO. Et au JO, où ils gagnent, où ils perdent, mais en tout cas, la préparation, ils l'ont eu, et tous les bénéfices physiques et psychiques de la préparation, ils sont déjà là quand ils arrivent au JO. Ben nous, c'est pareil. Les bénéfices, on commence déjà à les voir chez les enfants, dans les familles, et c'est quelque chose d'assez stimulant qui nous pousse vraiment à continuer. Ce qu'on a remarqué aussi en préparant ce défi, c'est qu'il y a une véritable communauté éducative qui s'est recréée autour de ce projet. Alors bien entendu avec les enfants et les élèves, les enseignants, on a relancé des discussions qu'on n'avait plus parfois avec les parents, ne serait-ce que pour parler des notes ou des compétences, ce qui n'est pas toujours très rigolo. Donc là on parlait d'autres choses, on parlait de la vie de tous les jours, mais aussi avec tous les acteurs sociaux, les infirmières scolaires, les orthophonistes, les éducateurs, les gens de la bibliothèque, les gens du centre social. Donc en fait on s'est tous unis pour ce même projet, c'était assez stimulant, c'était ludique. Les grands absents de ce projet sont les représentants de l'éducation nationale, en tout cas dans notre département. Donc ça se fait dans le mépris total de notre inspecteur d'académie et des inspecteurs de circonscription. Donc si Brigitte veut venir parler à notre inspecteur d'académie, elle est la bienvenue. Peut-être qu'elle aura les mots que je n'ai pas eus, j'espère. Parce que nous, les plans de formation, ça a été, enfin voilà, tout a été balayé d'un revers de la main. Donc les plus grandes difficultés en fait qu'on rencontre, c'est pas celle-là parce que finalement, du coup, on est libre en fait de faire ce qu'on a envie. Mais les difficultés pour les enfants qui ont été relatées, parce qu'on a fait 2 journées test pour s'échauffer un petit peu quand même, c'est les enfants qui nous disent que y a des parents en fait qui veulent pas jouer le jeu. Donc c'est vrai que depuis ce matin on dit il faut éduquer les enfants, il faut aider les enfants, mais je crois qu'effectivement il faut aussi aider les parents. Et puis il y a des enfants qui nous disent mais mon papa il triche. En fait il me dit que c'est pour le travail, mais en fait je sais qu'il regarde son Facebook. Hein.
On sait tout, en fait, c'est horrible. Et puis les grands frères et les grandes sœurs qui disent oui, mais je fais mon travail scolaire. Non, non, tu fais pas ton travail scolaire devant YouTube, c'est pas vrai. Voilà. Donc les enfants, effectivement, ils sont vraiment partie prenante de ce projet. Ils sont hyper motivés par ça. Parce que quand on leur a dit mais qu'est-ce qui se passe si la télé elle est cassée, qu'est-ce qui se passe si la tablette ne marche plus, et ils nous ont dit oh, mais il se passe plein de trucs. Il se passe qu'on va aller jouer dehors, il se passe qu'on va aller discuter avec les parents. C'est ça en fait. Ce qui arrivait en premier, c'est vraiment on va discuter, on va être en famille, quoi, tout simplement. Donc on parle effectivement de choses, d'activités qui sont mises en place, de danse, de musique, c'est super tout ça. Mais il y a des choses simples, préparer un repas en famille, se lever le matin et faire les tartines ensemble. Je pense qu'il ne faut pas pousser non plus dans ce défi à une hyperactivité des enfants. Il faut se dire aussi on a le droit de rien faire, on a le droit de rêver, on a le droit de regarder par la fenêtre, de tailler la bavette avec le voisin, la voisine, tout simplement. Voilà, ce sont des activités simples qui demandent pas beaucoup de temps, qui demandent du temps, mais qui ne demandent pas d'argent, juste un peu d'investissement. Merci beaucoup. Alors, on a une question. Oui, ça marche. Oui, donc Pascal Bini, je suis enseignant à la retraite et militant actif de l'association Alerte Écran. Donc on a fait une conférence sur GAP. J'ai constaté à la fin de ma carrière les dégâts sur les enfants de cette surexposition. Et en plaisantant, j'allais vous proposer la création d'un site pour enfants. Enfants cherchent parents pour s'occuper de moi. Pourquoi pas? Non, mais je plaisante, mais à la limite, allons jusqu'au bout, parce qu'il y a des parents, finalement, leur rôle de parent leur a complètement échappé. Et voilà, c'est une parenthèse. Après, je voudrais faire une petite parenthèse sur l'éducation nationale qui, dans le précédent gouvernement, s'est effectivement laissé embarquer, je dis le mot, par une espèce d'hystérie du numérique. Et il faut bien le dire, quand on cherche des études sur la validation de l'efficacité de la numérisation de l'enseignement, mais il n'y en a pas. Voilà. À vous trouver l'inverse? Absolument, c'est ce que j'allais vous dire. Absolument. Donc, il y a une espèce de lancée. Le gouvernement précédent s'est fait, je dirais, embarquer dans une espèce d'illusion avec les collectivités territoriales de la même manière par une dépense faramineuse qui risque fort de se solder par un flop complet. Alors effectivement, les cadres de l'éducation nationale qui étaient sous les ordres, entre guillemets, les consignes du précédent gouvernement sont encore sur cette lancée de la numérisation. En quoi un tableau numérique sert? On n'en sait rien en fait. Un enseignant qui doit apprendre à lire, à quoi ça va servir, on ne sait pas. Donc effectivement, il y a un gros problème là, et l'éducation nationale est dans la balance en ce moment entre une espèce de lancée folle, de surinvestissement, alors qu'il n'y a aucun fondement scientifique de l'efficacité de ça. Donc, à mon avis, c'est un scandale financier, c'est un scandale. Bon, on va laisser l'éducation nationale peut-être aller jusqu'au bout, peut-être se casser la gueule, il faudra peut-être aller jusque-là. Et puis, c'est vrai que nous œuvrons dans l'autre sens. Donc, les gosses se cassent la gueule, comme vous dites, l'argent public est dilapidé. Et j'en profite pour vous dire que les collectivités territoriales, à l'inverse, vendent leurs centres de vacances parce qu'il n'y a plus d'argent pour emmener les enfants en classe verte, en colonie de vacances. Et il y a de l'argent pour acheter les ordinateurs. C'est une petite parenthèse. Juste un petit détail sur les tableaux numériques. Dans notre collectif, donc on a des orthophonistes et on a aussi une orthoptiste. Et elle nous a fait un exposé nous expliquant les risques sur la maturation de l'œil de l'exposition aux écrans. Et donc, il nous a été dit que sur les tablettes en maternelle, ça ne serait pas plus de 15 minutes par jour, mais à partir du moment où il y a le tableau numérique, c'est beaucoup plus que ça. Et
même cette exposition à ce type d'écran va perturber la maturation de l'œil. Donc je ne peux pas vous refaire l'exposé de ma collègue orthoptiste, mais je peux vous dire qu'il y a des arguments très solides pour dire que c'est vraiment une hérésie. Oui, mais après, il y a les problèmes au niveau du cerveau, mais ça, ne serait-ce même que la maturation de l'organe. Oui, je vais compléter ce que vous dites. La Société française d'ophtalmologie tire une sonnette d'alarme. Le nombre de myopes chez les enfants, de myopie est passé de 20% à 40%. Et les écrans sont fortement mis en cause. À titre de conseil, cette société conseille entre 3 et 6 ans 20 minutes d'écran par jour, maximum. Vous imaginez, s'ils sont déjà 1 heure à la maison devant un écran et qu'on les met en plus à l'école devant les écrans, ce que ça va donner. Entre 6 et 9 ans, 30 minutes maximum pour l'œil. Et en parallèle, on conseille 40 minutes d'exposition à la lumière solaire pour effectivement favoriser cette maturation de l'œil. Donc 30 minutes, on est loin des 3 heures passées devant les écrans à la maison et parfois bientôt à l'école. Donc là aussi, je ne sais pas si les cadres de l'éducation nationale ont bien conscience de ce qu'ils font en mettant les enfants devant les écrans. Voilà. Donc 30 minutes à l'école primaire, je crois qu'on a largement dépassé les limites. Alors après, je vais quand même un peu temporiser, parce que j'utilise moi un vidéoprojecteur, je n'ai pas de tableau numérique. Mais après, donc il y a l'éducation nationale et l'institution qui ont des demandes, mais en tant qu'enseignant, il faut aussi avoir confiance aussi aux enseignants. On ne passe pas toute la journée sur les écrans et sur les tablettes. Et pour avoir été dans une école avec des tablettes et un tableau numérique, les enseignants ont quand même conscience que ce n'est pas forcément l'unique et la seule et la méthode merveilleuse pour tout faire passer. Donc il y a quand même... je parle au niveau des enseignants, il y a quand même une connaissance de limite presque innée. Se dire qu'on ne peut pas tout faire sur les écrans, tracer des perpendiculaires sur une tablette, ça ne fait pas utiliser une équerre et savoir tracer un trait droit à la règle. Donc il y a quand même une compétence des enseignants qui savent, même s'il faut quand même parfois les renseigner et donner plus d'eau à leur moulin pour expliquer aux parents que non, on ne date pas de l'âge de pierre et que oui, on sait que les écrans, c'est utile aujourd'hui, mais pas forcément tout le temps. Donc voilà, c'était juste pour temporiser ça. Et pour la collègue qui parlait des tableaux numériques, mon ancienne directrice est dans la salle et elle sait que dans ma classe, j'ai collé un tableau Velleda sur le mur. Voilà, donc je sais que c'est pas forcément la bonne solution, mais si la mairie ne fournit pas forcément de tableaux à créer, eh bien on peut toujours acheter un rouleau. Alors j'ai pas de part chez Velleda, mais un rouleau c'est à peu près 30 €. Alors on peut le coller, ça peut être un peu difficile, mais je sais que ça peut dépanner. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je voulais savoir si vous avez eu des contacts avec des collègues de l'enseignement secondaire. C'est une question très intéressante. Parce qu'en fait, il y a, lors de la conférence de Jacques et Pascal, il y a beaucoup de collègues du secondaire qui sont venus, qui étaient très intéressés. Alors le frein qu'on a en fait dans le secondaire, c'est que ils ont une hiérarchie directe, eux, et du coup ils sont soumis un petit peu aux principales de collège qui acceptent ou qui n'acceptent pas. Donc la motivation qu'ils avaient pour faire ce défi, ou en tout cas faire sans forcément faire le défi, mais en tout cas faire une information dans les classes, a été un peu freinée par le fait qu'ils se sont un peu sentis seuls dans leur établissement. Alors je sais que Jacques intervient dans des collèges, et je pense que ça sera peut-être lui qui arrivera mieux à répondre à cette question. Mais en tout cas, vraiment, ça nous intéresse, en tout cas, nous, enseignants du premier degré, d'avoir une action longue, que ce soit de la petite... je pense qu'on est tous ensemble dans ce chemin-là, que ce soit de la maternelle, enfin de la crèche, puisqu'il y a des collègues en crèche, enfin de la crèche au lycée, pour travailler sur ce même sujet. Donc voilà, s'il y a des collègues du secondaire qui sont prêts à rejoindre le mouvement et puis à trouver des solutions dans leur collège, on est vraiment partant aussi. Merci.
Juste une question. Ces tablettes, ces tableaux numériques marchent comment? Toutes les écoles sont en zone Wi-Fi? Je croyais que c'était interdit par rapport aux écoles maternelles, petite enfance. On ne pouvait pas installer le Wi-Fi? Alors malheureusement, c'est pas interdit. Il y a des bornes Wi-Fi, notamment dans les collèges, un petit peu partout, dans les écoles aussi. On essaye de pousser aux filaires et c'est interdit dans les maternelles, qui accueillent des enfants de moins de 3 ans. Donc dans les classes enfantines en fait. Mais au-delà, c'est permis. Il doit y avoir je sais pas, il se passe un truc dans la journée des deux, quand on passe de 2 ans à 364 jours à 3 ans, du coup le cerveau est mature. Mais effectivement, c'est un problème. Alors justement, nous on avait des mallettes de tablettes avec une borne Wi-Fi qu'on pouvait activer et désactiver quand on l'utilisait ou qu'on n'utilisait pas. Mais à Paris, autant vous dire que dans ma salle de classe, je captais toutes les box Wi-Fi qui sont autour de nous. Donc il y avait un peu ce côté un peu hypocrite de dire non, on ne vous donne pas le Wi-Fi parce qu'on n'a pas le droit. Sauf qu'on capte, on reçoit des ondes toute la journée en étant dans une école entourée d'immeubles. Donc là, ils ont accepté de nous donner une borne qu'on peut allumer ou éteindre. Et je pense qu'il y a ce principe-là aussi dans les autres établissements. Mais effectivement, à la base, on ne peut pas le laisser allumer de manière continue. Je voulais juste ajouter, j'ai vécu les mêmes sentiments. Ma fille, elle est allée au collège privé à Laval, au Québec. Et au premier, je pense que c'était en première année du secondaire, ils ont fait le transfert au iPad. Et ils ont ils ont implanté des filtres comme ça, parce que la première année, c'était désastreux. Les jeunes, pendant que l'enseignante enseignait, ils communiquaient entre eux avec Messenger, puis c'était pour voir, ils ont comme expérimenté un peu pour voir s'il y aurait un problème. Et donc, maintenant, elle a gradué, mais depuis, il y a des filtres. Et c'est super parce que les filtres peuvent être contrôlés. Comme par exemple, les étudiants, si la tâche c'est pour aller sur YouTube, ils peuvent aller sur YouTube, mais pas Facebook ou les autres réseaux sociaux. Ils peuvent aller sur Google, mais c'est limité. Google Maps, Google, des choses qui sont Google Scholar, mais les autres choses sont comme filtrées ou bloquées. Donc, il y a des écoles qui ont vécu ces problèmes-là. Et je voulais juste ajouter ce grain de sel. Notamment pour les écoles parisiennes, quand on a les tablettes, on n'a qu'un certain nombre d'applications qu'on a le droit d'installer. On ne peut pas tout installer en fait. Et c'est le responsable informatique qui donne l'autorisation et qui permet d'accéder à certaines applications, mais qui sont très limitées. Enfin, c'est pas... Évidemment, il n'y a pas Facebook et Messenger, mais d'autres collègues m'ont appris que dans certaines écoles privées, pendant les cours, certains élèves étaient sous YouPorn. Donc forcément, l'aspect pédagogique est un petit peu perdu. Donc là, on a vu le côté des municipalités, on a vu aussi le côté des enseignants. On va enchaîner avec 2 orthophonistes qui vont nous parler un petit peu de leur défi presque sans écran. Bonjour, donc je suis Juliette Bertin, je suis orthophoniste et membre de l'association de prévention en orthophonie de l'Hérault. Il y a Clémentine Trinquès qui est à la base de cette idée d'adapter ce défi sans écran au cabinet d'orthophonie. Elle n'a pas pu être là aujourd'hui, elle est maman, donc j'ai accepté de venir à sa place. Donc en fait, le défi presque sans écran. On a modifié un peu le titre. C'était voilà, de voir, on a eu cette discussion avec plusieurs orthophonistes sur le fait de sans écran, est-ce qu'on aura un impact inverse
Si on met une barrière, est-ce qu'on ne va pas avoir des personnes qui vont nous dire de suite, ah ben non, qui vont mettre une barrière directe. Donc, on peut mettre. Donc voilà, c'est une présentation de l'origine du défi, quelques données chiffrées, celle-là je passerai rapidement parce qu'on en a vu plusieurs ce matin déjà, et l'organisation pratique du défi. Alors, le pourquoi du comment. Donc on fait plusieurs constats. Carole Vanout nous a dit ce matin, l'orthophoniste, qu'on constate qu'il y a de plus en plus d'enfants sans langage ou avec des troubles massifs de la communication qui arrivent. On constate qu'il y a un nombre d'écrans au sein de chaque famille qui est en augmentation, une utilisation qui est passive des enfants qui sont devant les écrans. De plus en plus d'enfants qui nous parlent, ils ont à peine 3 ans, il n'y a presque pas de mots, à part des extraits de jeux vidéo où on finit par comprendre que c'est un jeu vidéo, mais au début on ne sait même pas de quoi l'enfant nous parle. Voilà, très tôt les jeunes enfants sont exposés à tout ça. On constate que les enfants sont collés au téléphone portable dans les salles d'attente. Ils lâchent le téléphone portable, encore des fois ils ont du mal à lâcher le téléphone de leurs parents pour venir. J'en entends dans la salle d'attente, c'est des cris, des pleurs. On est obligé de trouver, on ne sait même plus comment faire, alors qu'une fois qu'il est avec nous, l'enfant avec qui on va jouer, travailler ensemble avec du matériel concret, ils ne veulent plus sortir de notre bureau non plus à la fin. On constate que les parents croient souvent bien faire, et que les parents accros ne regardent même plus leur enfant. Donc ensuite, au niveau... c'est arrivé là. Oui. Ah, il en manque oui, plusieurs, mais c'est bon. Alors, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, des retards de langage de plus en plus importants, des troubles de la communication qui sont de plus en plus massifs, et ces enfants avec ces stéréotypies verbales qui peuvent être en anglais. Donc c'est ce qu'on disait ce matin. Et en 2011, lors d'une formation, un conseil nous a été donné par Lydie Morel, qui est orthophoniste et qui fait partie du collectif Cause, et qui nous a demandé en anamnèse, pour les enfants de moins de 3 ans, de demander le nombre d'heures de télévision. On a une moyenne de 7 heures par jour. Voilà. Moins de 3 ans, certains parents, c'est 24 heures. Il y a des parents qui disent « Non, mais si j'éteins la télé, c'est comme si je mourais ». Il y a vraiment quelque chose qui est inquiétant. Donc ensuite, voilà, on a cette affiche qui a été créée en lien avec une orthophoniste avec cette affiche pour essayer de sensibiliser les parents dès la salle d'attente, de voir. Et encore, même avec ces affiches, on se rend compte que les parents sont encore devant leur écran. C'est assez aberrant, mais dans nos salles d'attente, vraiment, il y a toutes ces affiches collées au mur et les parents qui sont là. Alors moi j'ai une salle d'attente où il y a une autre salle d'attente avec les kinés à côté. Et quand je ressors avec l'enfant, le parent et le petit frère sont allés dans l'autre salle d'attente et il est devant le téléphone, mais pas sous les affiches. Des fois, je me dis, bon, peut-être qu'ils essayent de cacher tout ça, je sais pas. Donc ensuite... Ah ben voilà, ça s'est pas mis au bon endroit. Du coup, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut aller... Bon, ça c'était des données chiffrées, mais on en a eu plein ce matin sur le taux d'utilisation des médias, des téléphones portables chez les enfants entre 2 et 4 ans, qui passait de 39% à 80% entre 2011 et 2013 aux États-Unis. Et au Royaume-Uni, une étude a montré qu'environ 51% des nourrissons de 6 à 11 mois utilisaient quotidiennement un écran tactile. 6 à 11 mois, c'est inquiétant. Ah oui, les générations, les doigts qui... les bébés, ouais.
Ça, c'est ce qui vous a été dit ce matin, la différence de 500 mots par heure contre 2500 mots, avec cette importance du bain de langage, de tout ce qui a été dit par rapport au vocabulaire. On ne parle plus aux enfants, ils n'entendent plus parler, il n'y a plus d'interaction avec l'adulte. Et donc, on se quid de la télé allumée ou des parents qui sont happés par leur téléphone, leurs ordinateurs, leurs séries et qui ne regardent plus leur enfant, qui ne communiquent plus avec. Ça, c'est tout ce qui vous a été déjà dit ce matin. Ensuite, une autre étude chez le plus grand. 9 minutes d'écran le matin suffisent pour diminuer les ressources cérébrales. Et la revue Pediatrics qui dit en 2001, 1 heure de télé par jour augmente de 10% la probabilité de développer des difficultés attentionnelles. Et en clinique, la plainte des enseignants, effectivement, de plus en plus, ils n'arrivent pas à se concentrer. Une augmentation, pour nous, en orthophonistes, des demandes de bilan qui est exponentielle. On a nos cabinets qui sont saturés complètement. Donc, moi, je me suis engagée dans la prévention pour ça, parce que c'est terrible de ne pas pouvoir répondre à la demande. Et donc la solution que j'ai trouvée, c'est d'agir en prévention. Ensuite, voilà quelques données encore chiffrées. Donc en 2015, c'est une enquête pour Gulli. 2h22 de temps passé devant la télé pour les 4-6 ans, 2h53 pour les 7-10 ans, 3h34 pour les 11-14 ans. Et en 2010, ils ont calculé pour un écolier scolarisé en école primaire, il a passé en moyenne 864 heures donc devant son professeur et 956 heures devant la télévision. Et c'est que la télé. Oui, c'est ça. Ensuite, voilà, la relation entre le temps d'écran, 7 heures par jour, comme je vous disais tout à l'heure, des tout petits et le retard de langage. Donc la télé en fond sonore nuit directement à l'utilisation et au développement du langage, de l'attention, du développement cognitif. Cela réduit la qualité des échanges. Et il y a cette notion de temps volé que Sabine Duflo nous donne. Ce temps passé devant les écrans, c'est tout ce temps en moins à jouer, à parler, à communiquer. Et comme on nous le disait dans les écoles, ce qui revient le plus, c'est on sait parler. On sait parler avec ses parents. Donc c'est important et c'est fort comme information. Donc ça, c'était des recommandations quand on a présenté notre défi à plusieurs professionnels. Donc pas d'écran avant 3 ans, très encadré entre 3 et 6 ans, du temps d'écran limité et réglementé, et ce qui est regardé sur un écran choisi et accompagné par les adultes. Ça, ce sont nos maîtres mots un peu. Ensuite, on a repris la fleur avec Sabine Duflo, donc pas d'écran le matin, pas d'écran pendant les repas, pas d'écran avant de se coucher, pas d'écran dans la chambre de l'enfant. Et l'importance de la qualité, de la quantité d'écran, la qualité et la quantité d'échanges de jeux, de communication avec les autres. Donc voilà, nous, avec tout ça, donc voilà, c'est une autre infographie, on peut passer à la suite. Voilà, donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, dans nos cabinets d'orthophonie? On a vu ce défi, Clémentine a vu ce défi, elle a dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose absolument. Déjà, en discutant entre orthophonistes, il y a des orthophonistes qui nous disent, oh, mais non, mais il faut arrêter avec ce sujet, les sans écrans, là, c'est bon, on en a marre, c'est pas l'écran qui est mauvais, voilà. Donc déjà, au sein de la profession, on a du boulot. Donc, à notre échelle, on a décidé de sensibiliser les parents au danger de l'usage excessif des écrans, de les informer quant aux recommandations, de réfléchir ensemble et avec eux sans juger ni dénigrer, d'obtenir les meilleures conditions pour une prise en soin efficace, de montrer les difficultés engendrées par une exposition massive qui peuvent être réversibles. Rapidement, on se rend compte que quand on propose ce défi, en 1 semaine, les parents nous disent « Je vois la différence dans la communication et le langage de mon enfant ». En 1 semaine. Et l'importance du travail pluridisciplinaire autour de ces écrans, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, l'importance que ce soit un sujet de santé publique où tous les acteurs, que ce soit de la santé, de l'éducation, tout le monde se met ensemble pour pouvoir agir.
Donc ensuite, on a réalisé plusieurs conférences, plusieurs débats dans la polyclinique Saint-Roch, où on a une action qui est une action nationale, qui est notre action qui s'appelle Un bébé, un livre. Et dans la plaquette que l'on distribue depuis 2015, maintenant on a une double page sur les écrans. Avant on avait un petit paragraphe comme ça, et maintenant voilà, on a une double page pour informer les parents des dangers de la télé et des écrans. À ce moment-là, on leur offre aussi un livre doudou pour leur parler de l'importance du livre et de tout ce que le livre offre pour le développement du langage. Voilà. Donc ensuite, on a fait des conférences avec le docteur Lise Barthélémy, qui fait aussi partie du collectif Cause. Et on a eu voilà, un article dans le journal, il y en a eu plusieurs. On peut passer. Donc, ce défi, on l'a adapté. Parce que nous, on n'a pas l'effet groupe de la classe. Voilà, donc c'est différent. Donc on a décidé de l'adapter, en fait, de faire un défi à la carte, où les parents, en fait, pourraient réfléchir ensemble, avec nous et avec l'enfant, avec la famille, sur quel défi on peut se lancer finalement en famille. Réduire le temps d'écran, accompagner les familles, voilà, dès la salle d'attente, avec des outils concret et pratique. Donc, dès la salle d'attente, pour ça, on peut passer à la suite. On a créé des affiches, il y en a plusieurs ici, voilà, avec voilà, combien y a-t-il d'écrans chez vous? Entre 1 et 3, 3 et 5, plus de 5. Essayez d'alerter un peu, voilà, que dès la salle d'attente, les parents soient sensibilisés. On se rend compte que pour que ça fonctionne, il faut vraiment que la salle d'attente change, qu'il y ait plein de choses qui soient très différentes. Voilà, la télé, chez vous, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout. Voilà, plusieurs affiches qu'on a mis. On a proposé aussi dans ce défi de mettre des boîtes à idées, qu'il y ait soit que tout le monde participe pour trouver justement des idées aux alternatives de l'écran. On a fait aussi voilà, des livres d'information. Il y en a plusieurs, je vous en ai amené. Et toute une bibliographie jeunesse de livres qui abordent ce sujet-là. On peut voir à la suite. Voilà, ça c'est les affiches. Encore. Voilà, on en avait fait une spéciale pour Noël, parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on offre à Noël? Voilà, on avait mis plein d'idées d'autres choses. Voilà, donc... à ce moment-là, donc dès la salle d'attente. Ensuite, la salle d'attente, on a fait un petit questionnaire pour travailler, que les orthophonistes puissent échanger avec les familles, prendre le temps avec des questions ouvertes. C'est surtout que ce soit ouvert, qu'il n'y ait pas de jugement. Après. Voilà. Réfléchir à comment on organise le défi, réfléchir ensemble. Est-ce que c'est la fratrie, les parents, le moment de la journée, réduire le temps d'écran, supprimer, et trouver le nom du défi aussi, que ça peut être suivant chaque famille, chacun se l'approprie ce défi. Voilà, on a aussi créé un livret d'activités qui reprend des idées, parce que souvent on avait ça, les parents qui n'ont pas d'idées. Donc à l'école, on voyait que les enfants ont plein d'idées, mais on s'est dit, bon, on va en créer un aussi si jamais il y a besoin, avec plein d'activités. Et voilà, ces livres à prêter que je vous ai montrés tout à l'heure. Voilà, donc réfléchir ensemble à la mise en place concrète avec des minuteurs, une boîte à smartphone à l'entrée de la maison, paramétrer la tablette tactile, des applications pour adultes pour voir leur addiction au smartphone, des mots de passe, changer le Wi-Fi, des télécommandes qui perdent leur pile parce qu'il y a des parents qui nous disent mais je peux pas y arriver, je sais pas comment je fais. Alors je dis les piles fonctionnent plus peut-être. Essayez de les enlever et voir pour les aider parce qu'ils sont en souffrance. Des fois, ils ne savent pas comment. Ils disent non mais il ne s'endort que devant la télé. Sinon, il ne s'endort pas. Et ensuite, le retour du défi, c'est important. À la fin, une discussion pour que chacun donne ses impressions, ses difficultés relevées par rapport au défi. Et tout ça pour tendre vers une pérennisation.
Voilà, donc ça c'est le questionnaire. On s'est beaucoup inspiré d'Edupax, parce que Clémentine, dès le début, elle a envoyé un mail à Jacques Broder, le fameux, qui lui a répondu de suite, avec tellement d'entrain qu'elle m'a dit « mais il faut absolument qu'on s'y mette ». Voilà, donc ça c'était... pour aller plus loin, c'était dans la fin de notre intervention, tout ce que je vous disais. Donc on a créé la feuille de mise en route, les 2 questionnaires, le livret, la bibliographie jeunesse, la bibliographie adulte. Et on avait lancé l'idée d'un mémoire en orthophonie. Et donc là, j'ai avec moi Oxane, qui est étudiante en orthophonie et qui va justement faire son mémoire par rapport à ce défi. On a commencé à le lancer et donc elle a étudié un peu les premiers retours pour pouvoir l'améliorer et le lancer encore plus, à plus grande échelle. Je lui laisse la parole du coup. Du coup, bonjour à tous, je suis Oxane Bertrand, je suis étudiante en 4e année d'orthophonie à Montpellier. Et dans le cadre de mes études, je réalise donc un mémoire que je soutiendrai l'an prochain et qui portera sur l'impact du défi presque sans écran dans les cabinets orthophoniques. Donc en septembre 2018, on relancera une nouvelle version du défi et j'étudierai l'impact du défi à partir de cette nouvelle édition. Pardon. Donc j'ai réalisé un questionnaire à destination des orthophonistes qui l'ont déjà mené dans leur cabinet afin d'avoir leurs avis et leurs suggestions quant au fond et à la forme du défi pour l'adapter au mieux justement pour la nouvelle édition qui me servira pour mon mémoire. Donc grâce au retour des orthophonistes, je réalise que tout le monde est vraiment conquis par l'idée, par le défi, que ce soit les orthophonistes, les familles ou même les enfants. Cependant, on m'a soumis quelques suggestions, donc on va opérer quelques changements. Du côté des affiches que vous avez pu voir, on pensait que ce serait intéressant d'en créer de nouvelles à destination des enfants et pas uniquement des parents. On va créer un livret de mise en route un peu plus court pour que les orthophonistes l'aient sous la main à tout moment, que ce soit quelque chose d'un peu moins long que ceux qu'elles ont eu l'an dernier. On va changer la forme du livret d'activité que vous avez vu aussi, essayer de le rendre un peu plus attrayant et y ajouter éventuellement d'autres idées. Puis on va essayer de trouver les subventions nécessaires pour le faire imprimer et le donner en format papier et pas uniquement en PDF comme c'était fait avant. Et puis on va essayer de compléter les questionnaires pré- et post-défi que vous avez vus et de les rendre un peu moins austères en les illustrant avec des symboles, notamment pour que toutes les familles puissent les comprendre et les remplir. Voilà. Pour mon étude, je vais m'appuyer sur les questionnaires du coup de pré-défi et post-défi, auxquels je rajouterai des questions fermées en vue d'un traitement qualitatif et quantitatif. Et voilà, j'espère mettre en lumière une évolution concernant la sensibilisation des familles, mais surtout leurs habitudes d'utilisation des écrans. Voilà. Alors je sais qu'on a pas mal d'orthophonistes dans la salle, alors je ne sais pas si ils ou elles ont des questions, mais peut-être les autres aussi, hein, je ne ferme pas. Alors on a une question du financement. C'est du bénévolat pour l'instant. Là, on n'a pas de... Ah oui, ça coûte énormément. C'est pour ça qu'on va voir comment... Là, on essaye de le monter. Pour les adhérents de l'association, c'est l'association qui offre les affiches, le livret. Mais oui, pour l'instant, c'est compliqué. C'est le tout début, effectivement. Pas d'autres questions dans la salle? Je ne vois pas si... Alors du coup, merci beaucoup. On va passer la parole à Muriel Couelan, qui est éditrice, du coup, qui travaille dans une maison d'édition. Donc on va avoir un autre volet encore des actions de défis sans écran. Bonjour, donc je suis Muriel Couelan, je dirige les éditions Rajo, qui est une petite maison d'édition
qui publie essentiellement des romans à partir de 6 ans jusqu'aux adolescents. Donc la lecture, une activité de l'ancien monde, qui parfois paraît un petit peu ringarde, et en même temps, quand on est éditeur, on sait que c'est une activité qui apporte énormément aux petits, aux jeunes, aux plus grands. Donc voilà, donc on essaye de trouver en tant qu'éditeur des façons de proposer des ouvrages qui à la fois parlent de notre monde. On essaye aussi de temps en temps de faire passer des petits messages. Et voilà, donc là je vais vous parler de notre titre 10 jours sans écran, qui est né en fait, qui est une assez belle, une jolie histoire comme on les aime bien, qui est née de la rencontre entre Jacques Brodeur, qui est toujours à l'origine finalement des choses, de ces défis sans écran, et puis de notre autrice Sophie Rigal-Goulard, qui était aussi maîtresse d'école et qui avait des classes de CM2 et qui avait pu observer des défis sans écran, et ça lui a donné l'inspiration pour écrire un ouvrage qui s'appelle 10 jours sans écran. C'est un roman, c'est vraiment une histoire de fiction, voilà, qui va raconter l'histoire d'une classe de CM2 qui tente le défi. Alors, je peux vous lire la 4e de couverture, hein, c'est complètement tout ce qui a été décrit là. Hein. Ce matin, la maîtresse nous a proposé de relever un défi. Passer 10 jours entiers sans écran. Pas de télé, pas de console, d'ordinateur, de tablette ou de téléphone emprunté à nos parents. J'ai éclaté de rire. C'est impossible, bien sûr. Qui va arriver à vivre 10 jours sans écran? Donc voilà, dans la classe, on va voir comment les enfants de cette classe de CM2 vont s'en sortir. Et on va s'apercevoir très bientôt, comme vous le racontez tous, c'est que les enfants, finalement, ne vont pas avoir tant de mal que ça à faire d'autres choses, à faire du sport, à faire d'autres activités. Mais qui a le plus de mal à décrocher? Ce sont les parents. Donc voilà, donc ce livre est sorti en 2015 d'une façon un petit peu... confidentiel, disons, on n'avait pas des très très gros moyens marketing, et c'est devenu rapidement vraiment un best-seller. On en a vendu 35 000 exemplaires, ce qui est beaucoup pour notre maison. Et on a décidé de continuer autour de cette thématique. Donc on a publié ensuite 15 jours sans réseau et 24 heures sans jeux vidéo, toujours avec notre autrice Sophie Rigal-Goulard, et sur cette thématique des écrans, de l'addiction aux écrans. Et elle traite donc toujours traitée par la fiction et avec humour, parce que finalement c'est grâce à l'humour qu'on peut faire passer ces messages. Et je pense que le roman est aussi une façon de parler de ces addictions, enfin en tout cas de nos rapports compliqués avec les écrans, sans être trop moralisateur, et donc de faire passer via l'humour des messages assez forts. On voit dans les salons du livre, quand on présente cet ouvrage et que les enfants sont là avec leurs parents, les parents disent tout le temps « Ah ben c'est pour toi cet ouvrage, 10 jours sans écran ». Et les enfants, qui sont très perspicaces, disent « Ben non, c'est plutôt pour toi ». Et en fait, voilà, c'est tout à fait révélateur de ce qui peut se passer dans les familles. Et voilà, donc pour continuer, nous on essaye toujours de rebondir, d'être créatifs, de proposer des activités voilà, sur la lecture. Et là, on a eu envie d'aller plus loin et on a lancé à la rentrée 2017, donc là sur cette année scolaire, un concours d'écriture. Alors je sais que Jacques Brodeur n'aime pas le terme concours d'écriture, donc disons un défi collaboratif pour les classes. Donc voilà, de raconter cette expérience de 10 jours sans écran, comment on vit donc une aventure telle que celle-là, avec voilà, l'idée que les classes pouvaient s'inscrire avec leurs enseignants, mener ce défi sans écran et garder la trace, proposer un genre de carnet de bord de ces 10 jours sans écran. Donc c'était la première année. Là encore, voilà, nous on est une petite maison, on n'a pas des moyens de communication gigantesques. On a eu plus de 50 classes inscrites qui ont réalisé le concours. Donc pour une première année, c'est plutôt pas mal. On était sur toute la France.
On a même eu une classe de La Réunion qui s'est inscrite. Et comme le lot pour la classe gagnante, c'était de venir à Paris, dans notre maison, rencontrer l'auteur, bon, La Réunion, on leur a dit tout de suite, mais vous, désolé, on ne pourra pas, si vous gagnez, prendre en charge votre voyage. Et ils nous ont dit, mais c'est pas grave, on participe quand même. Et ils ont vraiment rendu un carnet fantastique. Donc les enseignants ont été très enthousiastes, les élèves ont été très motivés. Il y a eu des classes qui sont, dont le projet est passé aussi dans les journaux locaux. Donc voilà, tout le monde était très content. Et donc la classe qui a gagné, qui est l'école Ferdinand Buisson à Montgeron, viendra le 5 juin dans nos locaux rencontrer Sophie Rigal-Goulard. Donc, bon, j'ai mis un petit peu de verbatim là sur ce qui, un peu ce que les élèves, ce que les enfants nous ont dit, ont écrit à propos du concours. Donc, bon, c'est plein de choses qui vous seront familières, je pense. Donc, voilà, quand le concours est annoncé, la maîtresse est devenue folle, c'est horrible, ça devrait être interdit de faire ça aux enfants. Et puis, peu à peu, pendant le concours, ils s'aperçoivent que ça va être inoubliable dans ma vie. Ça m'a appris à faire autre chose que regarder les écrans. C'est une expérience à recommencer. Et on s'aperçoit aussi que pour la maîtresse, qui est une adulte normale, je pense un petit peu comme nous tous, c'est parfois difficile de se passer des écrans. Et les témoignages des maîtresses sont éloquents également. Et finalement, tous les enfants sont très contents et on a eu plein de slogans, 10 jours sans écran, que du bon pour les enfants, voilà, 10 jours sans écran rendent les enfants moins dépendants et plus intelligents. Donc j'ai apporté ici quelques petits carnets qui ont été réalisés, que les classes nous ont envoyés. Là, on a 21 conseils pour résister, donc avec 10 jours sans écran. Alors c'est plein de dessins et de recommandations, et ce que j'ai bien aimé, ce qui faisait le lien avec l'intervention d'Alain Bentolila ce matin, c'est qu'il y a un enfant qui propose, pour se passer des écrans, d'apprendre tous les mots du dictionnaire. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, on a eu donc la classe de La Réunion qui a fait un super travail et donc chaque jour les enfants, donc là les enfants non seulement ils lisent mais en plus ils écrivent. Donc ils ont chaque jour mis des petits post-it pour raconter comment ça se passait à la maison. Parfois quand on lit dans le détail, on s'aperçoit que les enfants veulent faire le concours mais que c'est les parents qui disent « Oh ce concours il y en a marre, on va regarder la télé ce soir ». Donc les parents encore une fois, ne jouent pas toujours le jeu. Et puis la prime, c'est cette école. Alors je suis désolée, je ne sais pas du tout où c'est l'école de Chindrieux, voilà, qui a fait un carnet en papier recyclé avec les témoignages de tous les enfants. Donc voilà, ils ont été super. Donc nous, quand on a vu ça, voilà, on va voir la remise du lot et on s'est dit, l'année prochaine, on va continuer à proposer ce concours et parce qu'on voit que c'est formidable. Nous, c'est très émouvant aussi pour nous en tant qu'éditeurs de recevoir tous ces témoignages. Voilà, on a envie aussi de participer à ce mouvement et de cette réflexion autour des écrans. Donc on recommence à la rentrée 2018. J'ai mis des flyers ce matin, il y en a encore quelques-uns. De toute façon, si vous allez sur notre site à la rentrée, voilà, les choses seront indiquées. Donc parlez-en autour de vous et puis voilà, si les écoles s'inscrivent, c'est plutôt un concours qui est destiné aux enfants de CM1, CM2 parce que bon, ça demande quand même voilà, de pouvoir organiser les activités, etc. C'est de l'écriture. Voilà, donc nous, on l'a plutôt ciblé sur les enfants de CM1, CM2. Après, on est assez ouvert. D'autres classes veulent s'inscrire. Voilà. Et je conclus, voilà, nous, on est Rajo, engagés pour la lecture. C'est notre slogan. Donc, merci et n'hésitez pas à parler de ce concours. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions qui vous sont venues pendant les différentes interventions de la table ronde. Oui, je ne sais pas où est le micro. Ah, il est là, ok. Ça commence. Voilà, je suis médecin scolaire
Et en fait, je pense que l'abus d'écran, c'est une problématique dans une grosse problématique qui est la parentalité. Pardon. Enfin, les parents ne savent pas éduquer leurs enfants. En fait, ils sont paumés. Soit ils sont très laxistes, soit ils sont... Ou il y en a qui sont complètement déracinés de leurs racines, de leur famille et tout ça, donc ils n'ont aucun repère. Donc je pense que c'est très global, quoi. C'est une partie d'un grand problème actuel, quoi. C'est vrai que, par exemple, dans l'école REP+, donc, où je travaillais, j'ai pu intervenir avec Anne Lefebvre très récemment. Et en fait, les parents sont très en demande, quelle que soit l'origine sociale, sont très en demande d'informations et réalisent en se disant « Ah oui, mais c'est... » Enfin, de l'entendre dire, ils le pressentaient, mais de l'entendre dire lors des conférences, c'est « Ah oui, oui, oui », et puis de voir les autres parents qui acquiescent aussi, ça crée une communauté et ils se rendent compte que... ce que beaucoup ne parlent pas forcément très bien le français et ont l'impression que devant la télé, ils vont mieux entendre le français et justement leur dire non, enfin, vous pouvez leur raconter des histoires dans votre langue maternelle, vous pouvez, allez-y, n'importe quelle langue en fait. Le tout c'est de communiquer avec eux sans mettre justement cet écran entre vous parce que, mais pour certains c'est un outil qui leur paraît plus légitime que eux-mêmes en fait. Et c'est vrai que c'est pas forcément qu'ils lâchent prise, mais qu'ils se sentent pas légitimes par rapport à ça, surtout dans ces types de publics-là. C'est vrai que la publicité parle beaucoup de logiciels éducatifs, voilà, et c'est vrai que c'est vendu comme ça. Elisabeth Batton-Hervé parlait de toute industrie, d'une économie, et c'est ça aussi qui joue, hein, oui, effectivement. Petit problème de micro. On n'entend pas très bien sur celui-là. Oui, en fait, moi, je suis interne en médecine générale et je compte faire ma thèse justement sur l'exposition des écrans par les enfants. Et donc, j'ai plusieurs questions. Première question, est-ce qu'il y a un dépistage systématique des troubles du langage qui est fait soit par les orthophonistes, soit par la médecine scolaire à l'école? Et si oui, à quel âge? Deuxième question, est-ce que vous avez déjà évalué l'effet des défis sans écran, par exemple la semaine sans écran, les 10 jours sans écran, sur les élèves des classes CM1, CM2? Par exemple, est-ce que vous sentez qu'ils sont plus concentrés pour leurs devoirs ou à l'école après justement cette semaine sans écran? Voilà. Et petite question, est-ce que c'est possible d'avoir vos contacts éventuellement pour faire plus de recherches dans ma thèse? Je sais pas, via l'association. Oui, pour le dépistage des troubles du langage, en fait, il y a le RTL4 qui est passé par les médecins scolaires dans chaque maternelle. La PMI, c'est les médecins de PMI qui viennent dans... Ah oui, j'ai ma médecin de PMI aussi, ça dépend. À Montpellier, je sais que... Ah oui, d'accord. À Montpellier, dans l'Hérault. Ensuite, c'était... Oui, par rapport aux répercussions, moi, c'est juste... je suis intervenue jeudi avec tout un groupe d'enseignants qui faisaient un colloque. Et il y avait une dame qui disait que oui, il y avait des répercussions sur l'attention qui était... voilà, les enfants étaient plus attentifs en classe. Après, c'est pas chiffré, c'est... du ressenti. Et pour les contacts, je pense que oui. C'est vrai que pour les élèves, en tout cas, l'attention, on sent que c'est vraiment de l'ordre du sensible, parce que pour quantifier, c'est quand même compliqué de dire vraiment, mais on sent quand même qu'il y a surtout moins de fatigue et donc plus facilement de l'attention. Mais après, c'est vrai qu'on n'a pas d'études pour... par rapport au cerveau, l'activité cérébrale, voilà, c'est vrai que c'est plus dans le ressenti où on a quand même l'impression d'avoir un net progrès d'attention.
vous avez le site du collectif Surexposition écran avec lequel nous collaborons, qui a mis tout un tas de témoignages de parents, des constats, suite au sevrage des écrans. Et c'est très intéressant que l'enfant ait 2 ans, 3 ans, 6 ans. Les parents sont tous unanimes sur les constats faits, c'est-à-dire l'amélioration dans beaucoup de domaines, le calme, la concentration, la communication. Donc je vous invite à consulter ce site, COSE, et regardez la rubrique témoignages des parents, c'est très intéressant. Moi, je voudrais répondre à madame qui est médecin de PMI, qui parlait de, des problèmes de parentalité. Effectivement, ça fait vraiment écho, c'est pas que les écrans. Je suis bien d'accord avec vous. On est passé d'un changement de modèle familial entre la famille patriarcale où les parents étaient au-dessus des enfants et où les enfants subissaient la loi parentale et vivaient au rythme des parents, s'y adaptaient. À un autre modèle, à un modèle où les parents ont mis au-dessus d'eux leur enfant et se dévouent au bien-être immédiat de leur enfant. Alors le problème, c'est pas le bien-être, le problème c'est immédiat. C'est-à-dire que les parents, enfin moi que je vois en consultation, ont l'impression que faire de l'autorité, c'est être méchant avec leur enfant. Et en fait, on ne leur apprend plus la frustration. Or, pour sortir de la toute-puissance infantile, qui est un état naturel et normal, le bébé, il naît avec pour seule capacité de découvrir le monde, sa propre personne, il faut qu'il puisse sortir de la toute-puissance infantile par des frustrations progressives, adaptées, ajustées à son âge. Et voilà une des problématiques. Et l'outil numérique, il est dans le tout de suite, tout le temps, avec un plaisir sans aucun effort, et donc il est dans le renforcement total de la toute-puissance infantile. Et moi, je reçois dans mon cabinet des parents et des familles qui sont dans des états pas possibles. J'ai eu au mois de décembre une maman qui voulait louer un studio pour se reposer un jour sur 2 ou un jour sur 3 avec son mari, tellement ils n'en pouvaient plus de leurs enfants. On habite Cherbourg, hein, c'est pas le Bronx. Hein. Voilà. Bonjour, je voulais juste savoir, est-ce que vous savez s'il y a des études qui ont été faites sur la représentation que se font les parents du bienfait du numérique? En fait, si on veut faire bouger aussi les parents, il faut aussi bien comprendre quelles sont les représentations préexistantes sur le numérique et les écrans. Et voilà, donc je voulais savoir si vous avez connaissance d'études dans ce domaine. Alors, je regarde autour de moi, mais à la table, il n'y a pas d'études, non, justement, sur ce sujet-là. Enfin, en tout cas, pas à notre connaissance. Après... Je voulais juste dire que c'est fantastique tous ces efforts pour faire soit le 24 heures ou la vie sans bidule. Mais parce que moi aussi, je l'ai annoncé sur mon Facebook qu'au retour au Canada, tous les dimanches sont sacrés. Pas de Wi-Fi, samedi jusqu'à lundi. Mais je voulais juste vous dire... une chose qui est très importante pour influencer la politique sociale, pour influencer aussi le mouvement social, le mouvement collectif, c'est quand on fait un modèle causal en randomisant notre devis, parce qu'on parle de cause, on parle d'impact, d'effet. Mais si on a assez d'écoles ou d'individus et qu'on peut trouver un moyen pour qu'on ait un groupe contrôle et un groupe qui sont l'attribution et au hasard, ça là, ça se vend très bien
et ça sera convaincant et ça fait du bruit. Quand on continue avec le plus faible de la science, le niveau où il n'y a pas de groupe de comparaison qui est un groupe qui n'est pas valide, c'est comme les gens nous disent ben c'est un bel effort, continue, puis ils nous ignorent. Donc, je vous encourage, surtout, vous êtes dans une science extrêmement importante en médecine. Orthophonie, au Canada, c'est considéré partie de la médecine, la faculté de médecine. Continuez, mettez vos efforts, cherchez des fonds, faites un devis expérimental, puis ça va influencer plus que vous pensez. Merci. Vous disiez tout à l'heure, je crois que c'était Madame Bertin qui le disait, que l'ensemble de la profession, en fait, toutes les orthophonistes étaient loin d'être convaincus, qu'il y avait aussi du travail de ce côté-là. Moi, bon, je ne sais pas comment faire pour parler là. Ça y est, enfin bref. Moi, donc, je suis médecin, je suis... Faut que je me lève, c'est ça? Voilà, je ne sais pas si on m'entendra mieux, mais enfin on verra. Donc je suis pédopsychiatre, je travaille dans une consultation médico-psychologique pour enfants et j'ai l'impression que parmi les médecins, les psychiatres, les pédiatres, le message n'est pas encore passé non plus. Je ne sais pas si vous avez, ou les médecins généralistes, je ne sais pas si vous avez quelques échos de ce côté-là. Voilà, j'étais contente d'entendre qu'il y avait une jeune collègue qui allait se pencher sur le sujet. Voilà la question. Je peux vous répondre. Dans la revue Pédiatrie au quotidien, il y a eu un article Effet de la surexposition des enfants aux écrans, fait par le chercheur Michel Delmurger et le pédopsychiatre Bruno Harley, qui est disponible dans Revue Pédiatrie au quotidien. Alors je ne sais pas la date, moi j'en ai une version papier, on pourra vous l'envoyer si vous voulez par internet, si vous nous laissez votre mail, voilà, qui parle de tous les effets essentiels. Excusez-moi, j'avais juste une question à poser par rapport au concours écriture 10 jours sans écran. Quels ont été vos contacts avec l'éducation nationale? Est-ce que les instances vous ont aidé? Parce que moi je travaille dans l'éducation nationale, je suis conseiller principal d'éducation au lycée, j'ai été longtemps en collège ici. Et donc justement, dans l'éducation nationale, quand même, en France, plusieurs fois dans l'année, il y a différents concours qui sont lancés sur différents thèmes. Donc on pourrait imaginer qu'un tel sujet, par exemple des filles sans écran, fasse l'objet d'un concours national. Oui, j'aimerais bien. Bon, de toute façon, c'est des concours qui sont... Donc ça passe vraiment par les écoles. Donc il faut que c'est l'enseignant qui inscrit sa classe. Donc forcément, donc nous on a essayé de toucher les enseignants par des newsletters, etc. Après, on n'a pas de relais officiel au niveau d'éducation nationale. J'ai envoyé ce livre à Jean-Michel Blanquer, mais je n'ai pas eu de réponse. Et voilà, donc je pense que j'ai déjà travaillé sur des concours comme ça, d'écriture pour des plus petits. Et en fait, ça passe aussi beaucoup par le bouche à oreille des enseignants. Donc là, voilà, c'était la première année. Et puis j'espère qu'au fur et à mesure, aussi par le partage, enfin, je crois beaucoup au réseau comme ça, voilà, que la formation se diffuse peu à peu. Notre autrice aussi est beaucoup sur le terrain, elle rencontre des classes. Donc que ça fasse boule de neige et qu'on ait de plus en plus de classes qui participent, c'est mon souhait. Alors on a Elisabeth, tu voulais intervenir? Bon, les discussions se sont enchaînées et moi je voulais répondre un petit peu à la dame qui a demandé s'il y avait des études sur les représentations que se font les parents sur l'usage que font leurs enfants des écrans. Donc, je trouve que cette question, elle est quand même intéressante. Il y a, à mon avis, à ma connaissance, il n'y a pas d'études spécifiques sur le sujet, mais elle serait à conduire. Elle serait à conduire. Ce qu'on a comme données là-dessus, c'est au hasard parfois de certaines autres études,
on voit que les parents sont dans des représentations, absolument pas justes de ce que font leurs enfants sur les écrans. On se rend compte qu'il y a une différence entre les usages des enfants et des adolescents des écrans et ce qu'imaginent les parents. Alors, il y a Sophie Géel qui a été interviewée dans un article qui est paru dans la matinale il n'y a pas longtemps, et elle dit notamment, par exemple, une explication à cette différence, c'est que, par exemple, avec Google, les réseaux sociaux, etc., on a affaire à des algorithmes qui mettent en place des bulles de filtre qui font que, finalement, Internet nous sert ce vers quoi on semble intéressé. Eh bien, les parents ne sont pas intéressés par la même chose que leurs enfants. Donc, vous comprenez qu'il y a quand même un grand décalage entre, finalement, les usages, les pratiques des enfants et ce qu'imaginent les parents. C'est un tout petit bout de réponse. Je ne sais pas s'il reste des questions, je ne vois pas les micros. Ah. Oui, moi je voudrais parler quand même de la crise de la parentalité évoquée par certains professionnels ici. Effectivement, il y a une partie de la population pour laquelle dire non à son enfant est assimilé à un traumatisme. Alors je ne sais pas quel est le courant de pensée qui a répandu ça. C'est peut-être, je sais pas, il y en a qui parlent de mai 68, de Françoise Dolto. Enfin, il y a une incompréhension totale. En fait, frustrer son enfance, c'est rassurant pour lui. Alors ça ne veut pas dire de hurler ni de le frapper, bien sûr, mais dire non à un enfant tout jeune, c'est nécessaire. Et moi, pour avoir assisté à des réunions de parents, effectivement, il y a des parents qui n'osent pas enlever la télécommande de la main de leur enfant de 5 ans, qui n'osent pas dire non. Et c'est vrai que les écrans, la surexposition aux écrans, c'est un peu qu'une conséquence de cette... On veut non plus, on ne subvient pas aux besoins des enfants, on obéit aux désirs des enfants, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Or, l'enfant est sans limite. Et on est obligé de rappeler aux parents que les limites sont nécessaires et sont rassurantes. Il faut savoir qu'un enfant roi, tel que le définit le psychiatre Aldo Naori, est très angoissé, très fragile. Et ça mériterait d'être rappelé aussi, peut-être lors du défi sans écran, rassurer les parents sur leur légitimité à mettre des cadres, bien sûr. Ce n'est pas le seul aspect éducatif, jouer avec ses enfants, leur parler. Mais en fait, je pense que plus on a d'échanges avec ses enfants, de jeux, moins finalement on a besoin de mettre de cadres. Parce que comme on est un modèle d'identification, qu'on passe du temps avec eux, on n'a plus tellement besoin de discipline, c'est un peu implicite. Quand on ne s'occupe pas d'eux, effectivement, les enfants, ils ont des désirs, des lubies. Il faut sans arrêt... les parents qui se sont amusés à y répondre sans arrêt sont effectivement dans un état d'épuisement indescriptible. Le problème, c'est qu'on a une société de consommation, du plaisir immédiat, et qu'on a embarqué un petit peu les enfants et les parents dans cette dynamique, et qu'aujourd'hui, les parents sont perdus. Voilà, dire non à un enfant, c'est nécessaire. Les parents ont besoin de l'entendre et ont besoin d'être rassurés. Et je pense que dans la préparation au défi sans écran, lors des échanges avec les parents, il ne faut pas hésiter à le rappeler et à les rassurer. Dites non à votre enfant. Mais aussi, évidemment, proposez-lui des activités, passer un peu de temps. Des parents qui passent du temps avec leurs enfants, il faut savoir que les enfants s'en souviennent toute leur vie. Des jeux partagés avec papa dans le jardin ou dans un parc, des moments où on a fait du vélo, on a fait autre chose, on a joué. C'est pas une contrainte en fait, c'est une contrainte au début pour certains parents, mais en fait, à long terme, ça sera une construction de relationnel qui sera payante, et ça il faut le dire aux parents. Alors, du coup, je vais enchaîner parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, là, dans toutes les interventions qu'on a eues dans cette table ronde, il y avait l'idée d'accompagnement. Et c'est vrai que les parents, on en voit souvent. Tu parlais de leur dire juste d'enlever les piles, mais moi, il y a des parents, je leur ai dit, en fait, il faut l'éteindre, la tablette. Il y a un petit bouton pour l'éteindre. Et c'est vrai qu'on se retrouve des fois face à des parents qui se tournent vers leur enfant, qui font « Bon, t'as compris, la télé, tu l'éteins à 21h.
juste à nous de dire, enseignants, orthophonistes, médecins, puéricultrices, juste dire, non, mais vous pouvez l'éteindre, tout se passera bien en fait. Et juste de reprendre un peu le contrôle, mais c'est ce que Jacques dit souvent dans ses interventions, c'est on reprend le contrôle, on redevient maître en fait. Et pour certains parents, c'est difficile parce qu'ils ont peur de faire du mal à leur enfant, mais juste en les confortant dans leur idée première de non, en fait, vous faites bien. Et c'est vrai que ça se retrouve en fait dans tout. Pour conclure un peu cette table ronde, il y a quand même un. Bon, à l'origine, il y a toujours Jacques, qui est toujours là au début. Et en fait, l'action qu'on a besoin de faire, en fait, c'est souvent de la prévention, qu'on doit accompagner sans juger, dans l'empathie, en s'adaptant aux familles, à chacune. C'est sûr que ceux qui regardent la télé du matin au soir, si on leur dit plus rien d'un coup, non, c'est pas possible. Mais c'est vrai juste en donnant des petites étapes et en coopérant, en communiquant, en échangeant entre orthophonistes, entre médecins scolaires, entre parents, familles, c'est ça qui manque. Après, il y a la petite question du budget qui est toujours un peu là, qui reste. Comment on finance, comment on fait toutes ces actions. Mais finalement, la réponse, c'est la motivation, l'envie et surtout l'assurance de savoir qu'on va dans le bon sens. Voilà. Donc, je vais pouvoir passer la parole à Jacques.